Merci, Madame la présentatrice. Je suis très heureux d'être à Chambéry avec vous. Je vais essayer de vous parler de l'affectif, ce qui, en 1980-81, n'était pas quelque chose de tout à fait évident. Maintenant, il y a du mieux. Le Forum des médecines de l'âme est tout à fait indiqué pour parler de l'affectif. Donc, je remercie aussi les organisateurs parce que vous avez vu cette ambiance, cet athanor, ce mélange de différentes choses dans laquelle moi je vais un peu vous bousculer. J'espère que vous m'en voudrez pas. Est-ce que je peux avoir le petit appareil pour déclencher ? Ah ben le voilà, le petit appareil arrive. Oh, mais j'ai parlé. Petit problème technique. Voilà, l'histoire du micro. Faites un tour de questions-réponses. Est-ce que vous faites un tour de questions-réponses ? Je n'ai pas entendu. Mais c'est pas grave. Oui, d'accord. Donc, si je peux vous aider à faire la différence entre l'intelligence, la volonté, l'esprit, le mental, la conscience, l'inconscient, j'aurais fait mon boulot. Mais vous voyez que la mission, dès le départ, n'est pas si facile que ça. Alors, je vais me baser sur quelque chose de solide, de matériel. C'est les protéines que nous avons dans le sang, dans le plasma. Il y en a entre 500 et 600 qui sont identifiées, mais vous en connaissez certaines. L'albumine, les gamma-globulines, les protéines sucrées, les protéines graisseuses. Il y a un monsieur que vous connaissez tous qui s'appelle Rudolf Steiner qui a dit avant moi la protéine est la substance sensible. Donc, ça vient de Proté, le dieu des métamorphoses. C'est des atomes de métaux, notamment le carbone, qui sont capables de se modifier en fonction de l'information. Donc là, c'est mes 5 litres de sang qui vous envoient des informations à vos 5 litres de sang. C'est ce qu'on appelle l'amour, bien entendu. Quand en 1980-85, j'ai commencé à publier le dictionnaire affectif des plantes, l'Académie de médecine m'est tombée sur l'orable. Ils ont dit que la médecine affective était une tautologie. Une tautologie, c'est quand on dit la même chose avec des mots différents. Et ils avaient compris que médecine affective, c'était la médecine des affections. Au lieu de comprendre la médecine des affects. Ils m'ont bien sûr pas donné l'occasion d'aller leur expliquer. Je ne crois pas qu'ils aient compris d'ailleurs. Depuis 30 ans, ils m'ont fait 4 ou 5 procès, ces académiciens. Inutile de vous dire que l'affectif chez eux, c'est pas très répandu. Je vous en donne un exemple. Voici un professeur de psychiatrie de Lyon qui s'appelle Jacques Bergeret, qui est très connu puisqu'il a fait le livre que tous les médecins doivent connaître, Psychologie pathologique, dans lequel on peut lire avidité affective, arriération affective, gloutonnerie affective, stérilisation de l'affectivité, décharge d'affect, inversion de l'affect, régression des affects, désaffectisé, chantage affectif, rigidité affective, et même la définition de l'angoisse, affect pénible. Pourquoi les psychiatres ont-ils si peur de l'affectif ? J'ai fini par le trouver quelques années après. Le grand patron de la psychiatrie française s'appelle Henri Hey.
il a fait tous les bouquins qu'on doit apprendre pendant 6 ans pour devenir psychiatre, et il a écrit un livre sur la conscience où il dit « L'inconscient, c'est le désordre, et la conscience, c'est l'ordre, et il faut obéir aux ordres. » Pas question de leur parler d'affectif. Bon, il y a même Boris Cyrulnik qui a écrit un livre, un best-seller, Les nourritures affectives. Il compare l'affectif au jambon et au saucisson. Et le mot affectif arrive à la 39e page de son livre. Dans la bouche d'un psychiatre, le mot affectif fait peur. Alors, la plus grosse difficulté, vous en doutez, ça a été de faire descendre le cerveau de son piédestal. Puisque moi, je vous parle à vos 5 litres de sang, qu'est-ce que le cerveau? Alors, si vous les suivez, le cerveau, il y a tout. Il y a l'optimisme, il y a la mémoire, il y a la méditation, il y a la boussole, il y a tout ce qu'il faut pour vivre dignement. Le cerveau, vous voyez, il est dans une caisse, c'est 1 kilo de beurre. Vous avez vu maintenant des ordinateurs qu'on arrive à plier pour mettre dans les valises. Les circonvolutions cérébrales, c'est pour multiplier une fonction qui est celle typique du cerveau, qui est un serveur. Le cerveau, c'est l'écran. Dans une fonction essentielle, bien entendu, puisque c'est l'écran de conscience. C'est ce qui fait que vous savez que je suis là, et moi, je sais que vous êtes là. La conscience, c'est important. Mais il y a 3 jours, vous avez tous vu à la télévision un neurochirurgien enlever une tumeur à une violoniste qui, sous anesthésie limitée, c'est-à-dire éveillée, jouait du violon. Il y a une quinzaine d'années, il y a un jeune Belge qui a eu un accident de moto avec une embarrure. On a dit aux parents qu'il n'avait plus de cerveau. Et 15 ans après, on a commencé à parler avec les doigts. Et avec les doigts, il a dit « Oh, mais vous savez, j'ai tout compris depuis 15 ans, tout ce que vous avez fait autour de moi. » Le cerveau, c'est un serveur. C'est un écran, celui de votre smartphone, celui de votre tablette. C'est un écran à pixels. C'est un écran à cristaux liquides. S'il a des fonctions d'écran, il n'en a pas d'autres. Et le but de mon exposé aujourd'hui va être de vous donner l'affectif et ses créations, c'est-à-dire les autres organes de la volonté, du pardon, du calcul, que je vais vous définir à partir de la science affective. Bon, je continue, vous voyez, ils en font des mécaniques, ils en font des microprocesseurs, même des jardins. Ça n'arrête plus. Et elle est un peu floue, m'excuserez, mais le célèbre Freud a défini l'inconscient en leur faisant tous envoyer la main vers le haut, comme si l'inconscient était dans le cerveau, alors qu'il n'y est pas. Et ils sont toujours en train de chercher avec des IRM, avec des scanners, tout ce qu'il peut y avoir dans le cerveau, qui n'y est pas. Il n'y a pas le moindre progrès en neuropsychiatrie depuis 70 ans. Il y a 25 ans qu'on fait des IRM et qu'on a beau chercher la place de l'intelligence, la place de la volonté, on ne la trouve pas. Quand je vous dis que le cerveau, c'est un écran, il faut bien comprendre, vous connaissez le penseur de Rodin, vous savez, l'étudiant dans la bibliothèque qui réfléchit. Il y a une réflexion
de notre inconscient sur l'écran. Eh bien, ça, c'est prouvé par tous les grands professeurs qui expliquent le cerveau. Ce que vous avez ici, là, vous avez un capillaire cérébral avec à l'intérieur les protéines et les globules rouges, et autour des capillaires cérébraux, il y a 40 000 kilomètres de capillaires cérébraux sur les 150 000 kilomètres de vaisseau. Il y a des neurones qu'on appelle les astrocytes, le deuxième cerveau, et ces astrocytes ont des palpeurs qui captent le relief protéique, comme les saphirs captent les microsillons ou les lasers captent les disques laser, et le font passer sur les neurones. Il y a 6 neurotransmetteurs connus. La dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, etc. Et vous voulez faire l'intelligence avec 6 molécules ? Alors qu'il y a 600 protéines dans le plasma qui sont, comme le disque dur de votre ordinateur, capables d'enregistrer toutes les infos. Ça, c'est un dessin qu'a fait le découvreur des neurones, Ramón y Cajal, un Espagnol. Et ça, c'est le livre qu'il faut connaître quand on est médecin pour les cellules. Et à tout seigneur, tout honneur, on met une cellule pyramidale qui est, vous le savez, quand on regarde au microscope, on est obligé de colorer les lames. Le colorant, c'est de l'or. Dans la paroi des neurones pyramidaux, il y a de l'or, de l'argent, du platine et du nickel. C'est Rudolf Steiner qui a dit lui aussi que le cerveau était la partie la plus cristalline du corps humain. Donc, le fait que ce soit de l'or, ça en fait vraiment quelque chose de précieux. Mais d'une manière générale, c'est qu'un écran à cristaux liquides. Par contre, dans les 150 000 kilomètres de tuyaux, 3 fois le tour du globe terrestre, il y a ce liquide visqueux qu'on appelle le plasma, qui ressemble à du blanc d'œuf, qui contient, comme le blanc d'œuf, 600 protéines différentes, alors que le langage Internet, c'est 0 et 1, langage numérique. Le langage de notre sang, c'est, dans l'affectif, 600 protéines qui vont marquer les colères, les révoltes, les sentiments d'injustice, les pertes, les manques. Donc, j'ai donc bénéficié d'une analyse sanguine inventée par des médecins et des biologistes lyonnais qui s'appelle le bilan CEIA, où on regarde l'albumine, les gamma-globulines, qui sont représentés dans l'espace sous la forme de cette tranche qui contient chacune des protéines essentielles. C'est notre jardin secret. Voici un académicien à qui je fais faire une prise de sang. Il y a le labo qui fait les analyses. L'ordinateur utilise une méthode informatique très simple qui s'appelle la méthode des comparaisons, qui permet de reconstituer le portrait en image de synthèse d'une humeur catastrophe. Nous sommes dans le domaine des cellules. Il faut de l'ADN, il faut de l'ARN, il faut des structures cellulaires. Et un organe liquide comme le plasma, ils n'en veulent pas. Ça fait bientôt 40 ans qu'ils refusent. Vous savez que nous sommes sous l'influence de Claude Bernard, qui a développé ici la vie constante et libre, qu'un Américain a ensuite parlé d'homéostasie. Mais Claude Bernard, à la fin de sa vie, écrit un livre, Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, où on peut lire la condition générale et commune de la vie, c'est l'irritabilité, une propriété simple qui existe partout.
nous agissons toujours sur la matière. C'est exactement l'inverse que tous les professeurs de faculté, les cartésiens développent, l'idée que chaque fois qu'on a une agression, le corps va essayer de rétablir ce qu'il y avait avant. Mais pas du tout. On tire les infos de tous les événements nouveaux, l'irritabilité de la matière. J'ai mis cette parenthèse pour les cartésiens de service. Voici en vitesse ces protéines pour que vous ayez bien en vue. La plus connue est l'albumine. Elle a 538 acides aminés dont la séquence est connue. Album inome, l'album souvenir. Fabriqué dans le foie, c'est la protéine mémoire. Voici les protéines de la... Oh, pardon. Voici les protéines de l'affectivité réflexe qui existaient déjà chez les salamandres et les invertébrés. Ensuite, les lipoprotéines qui sont apparues chez les poissons, avec évidemment la mégalomanie des poissons, des requins de 30 tonnes, des saumons qui font le tour de la Terre pour venir frayer dans la même frayère, des anguilles qui bouchent la mer des sargasses et des pêcheurs qui n'ont jamais les bras assez longs pour parler de leurs poissons. Et voici les gamma-globulines qui sont apparues chez les mammifères et chez l'homme, qui sont les protéines de l'ordre et de la vie sociale. C'est ce que les psys appellent le surmoi. Donc, vous voyez, là, nous avons le ça, le moi et le surmoi. Essayez de demander au psy de vous donner le support de ces fonctions essentielles de l'inconscient. Moi, je viens de vous les donner. Alors, voilà les 500 protéines telles qu'on arrive à les mettre en évidence dans le plasma. Je passe vite. Comme vous le voyez, le plasma contient 55% du sang, alors que les globules rouges que 45%. Et quand vous voyez les dessins, le plasma a disparu. Nous sommes dans la dictature de la cellule. Il faut, comment je pourrais dire, ne pas parler des humeurs. Ce n'est pas académique. Et encore plus de parler de l'affectif. Regardez. Biologie humaine, anatomie et physiologie, 46 pays, 46 langues ont traduit ce bouquin. Composition et fonction du sang. Le sang est un composé d'une matrice liquide non vivante, le plasma, et d'éléments figurés, les globules sanguins. Quand on veut faire l'impasse et censurer l'affectif, on censure son organe. Alors par contre, la cellule, ils en mettent et ils en remettent. L'ennui, c'est que toutes les cellules, c'est comme les fauteuils ici, forment des épithéliums. Elles sont toutes parallélépipédiques avec du ciment qui les colle. Elles ont toutes au milieu un noyau avec des gènes. Et là où il y a de la gène, épithélium au-dessus de la télé. Les cellules, c'est des écrans. Pourquoi ? Parce que le sang est trop sensible. Il faut de temps en temps essayer de limiter l'information affective, parce que sinon elle peut devenir toxique. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce profil protéique représentant les protéines du plasma, vous voyez, il y a quand même 50 critères, a permis, et ça c'est le début de la science affective, a permis de distribuer, a permis de détecter des plantes qui sont spécifiques du sang. Le premier livre que j'ai écrit, c'est le dictionnaire affectif des plantes. Tous ceux qui utilisent les fleurs de Bach savent que Édouard Bach, un homéopathe anglais, a donné des correspondances affectives à une trentaine de plantes. Ce n'est pas 1100 comme là. Dans les matières médicales homéopathiques, il y a beaucoup d'auteurs connus, notamment les Américains, qui ont tenu compte de l'affectif
pour choisir le remède. Mais il faut le faire avec prudence. L'Académie veille. Je ne vous parle pas de l'ordre des médecins, bien entendu, parce que ça serait trop long. Donc, à l'heure actuelle, la trilogie, c'est pas Marius, Fanny et César, c'est les plantes, les métaux et les remèdes d'origine animale qui peuvent faire le tour de la thérapeutique. Évidemment, là, il n'y a pas les vibrations, il n'y a pas ceux qui soignent avec le magnétisme, les photons et avec les coups de pied au derrière. Bon. Ce qu'il faut, c'est trouver le remède. Ah ben ça, je vous en ai parlé déjà. Ça aussi, j'en arrive là. Je vais vous faire une découverte. Vous avez entendu parler beaucoup ce temps-ci de médecine quantique. Quantique, ça vient de quantité. Quand il y a des quantités d'informations, notamment en astrologie, vous avez ici Morvan Salles, la gravitation quantique, etc., qui a donné les bases de la révolution quantique. Il a dit on peut mettre des quantités d'informations, certaines sont vérifiées, juste scientifiques, d'autres sont en cours de vérification et encore un peu floues. Mais ces informations sont valables si on les met sur un écran. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Des médecins et un biologiste lyonnais avaient créé sur écran le portrait de l'affectif inconscient. Et donc, cet aspect quantique est, pour moi, l'homéopathie quantique. C'est pour ça qu'elle n'est pas facile, parce qu'il faut connaître 2000 plantes, 200 métaux et sels, et 250 remèdes d'origine animale. L'ordinateur nous aide beaucoup. Mais les mauvaises langues disent qu'on s'en sort avec 50 remèdes. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut arriver, trouver le remède qui nous ressemble. À ce moment-là, on prend le remède, il caricature un peu notre état affectif et il nous aide à en prendre conscience. Et ça, c'est dans le langage psychiatrique, psychanalytique. Quand le médecin a identifié le problème, il le dit au malade et il l'aide à prendre conscience. Alors, c'est pour ça que j'ai développé l'idée du métalloscope quantique, organe du savoir. Vous partez d'ici avec l'organe de l'inconscient, les protéines du sang, l'organe de la conscience, le cerveau, et maintenant l'organe du savoir. C'est l'ensemble des métaux qui, depuis l'ère quaternaire, l'ère primaire, ont assimilé toutes les informations dans le carbone. Dans votre ordinateur portable, il y a 30 métaux. Dans votre smartphone de dernière génération, il y en a 70. Chaque fois qu'on veut une information supplémentaire, il faut un métal de plus. Et il y en a 100 à notre disposition, dans la classification de Mendeleïev. Vous voyez que cette capacité, à l'époque de l'information, à l'époque de l'informatique, de mettre le doigt sur l'affectif inconscient. Alors maintenant, je vais vous enlever une autre illusion. Nous avons 150 000 kilomètres de vaisseaux. Ce n'est pas moi qui les ai comptés, mais si vous ajoutez les capillaires, les vénules, les veines, les artérioles, 150 000, 3 fois le tour du globe terrestre. À tous les deux, on a 300 000 kilomètres, la distance de la Terre à la Lune. Dans ces tuyaux, il y a le plasma qui est étiré comme des fibres de verre dans un câble d'Internet, le langage est numérique. Alors vous allez me dire, à quoi servent les globules rouges ? Les globules rouges, ils sont empilés comme des bérets basques, ils naissent dans
l'os, tous les os du corps, il y en a un peu partout des os, hein, comme dans le drapeau des pirates. Et les globules rouges, ils vont chercher l'oxygène au niveau des poumons. Il y a 90 fois plus d'oxygène dans l'hémoglobine des globules rouges que dans tout le reste du corps humain. Et ces globules rouges, ils se passent l'oxygène comme les joueurs de rugby se passent le ballon. C'est ce qu'on appelle le pneuma des anciens. Et pourquoi il faut que l'oxygène aille aussi vite? Parce que vous voyez ce que je suis en train de faire? La parole, le mouvement ou la réflexion, c'est un des 3 éléments de la volonté. Vouloir et voler, c'est la même chose. L'oxygène, c'est l'organe de la volonté. S'il fallait attendre la circulation du sang pour avoir de l'oxygène, pour courir un 100 mètres, croyez-moi, ça ne serait pas facile. Hein. Le débit du sang a été mesuré, la vitesse du sang a été mesurée. Ceux qui aiment les chiffres vont être contents. 700 microns secondes, la vitesse d'un globule rouge dans un capillaire. Ça fait 42 000 microns à la minute. Et ça fait 2 520 000 microns à l'heure. Ça fait 2,52 m à l'heure. Vous voulez faire 2,52 m dans une heure? C'est moins vite que dans le tunnel de Fourvière le 15 août. Un globule rouge qui naît dans la moelle osseuse sternale, il a été mesuré, il meurt 3 mois après dans la rate. Et nous, on nous a fait croire que ça tournait. La circulation, c'est un Anglais qui a inventé ça. Vous vous rendez compte, 150 000 kilomètres, si ça circulait, le bruit que ça ferait? Est-ce que vous vous rendez compte que le cœur, ici, il envoie un verre de cognac 60 fois par minute, ou 70, dans l'aorte, qui est une chambre de compression. C'est écrit dans tous les livres de physiologie cardiovasculaire. Le cœur, c'est une pompe à compression. C'est pour ça qu'on mesure la pression artérielle. Pourquoi? Parce qu'il faut que la pression se maintienne jusqu'au bout. Mais ce n'est pas une pompe à circulation. Il y a des endroits où le sang circule à l'envers. Il y a des endroits où les globules rouges ne passent pas dans les capillaires, tellement ils sont petits. On nous a mis la circulation à l'anglaise de William Harvey, il y a 350 ans, et on n'arrive plus à s'en sortir, sauf peut-être avec le Brexit. Et alors, on est rentré dans les chiffres. Le chiffre de la pression, le chiffre du cholestérol, le chiffre de la vitesse, etc. Et du coup, vous avez entendu la grippe en ce moment. Il n'y a que des chiffres. Les médecins généralistes, ils s'occupaient des grippés. Hein, ils avaient tous une vingtaine ou une trentaine de grippés, ça ne faisait pas de bruit. Maintenant, c'est devenu le nombre de grippés dans tel endroit, le nombre de grippés. Il faut des chiffres. Alors que la grippe, elle a bien une raison affective. Vous connaissez tous l'expression quand on est grippé, dans la vie conjugale, familiale ou professionnelle. À ce moment-là, on rentre à la maison, on fait des cataplasmes, on mange du jambon puré et de la tisane. Ça dure 2-3 jours et après, on est dégrippé pendant 5 ans. Le virus, c'est la ruse de la vie. C'est quelque chose qui va nous permettre d'extérioriser nos problèmes. Alors, je vous donne un exemple qui va être terrible pour vous. C'est un célèbre immunologiste anglais qui l'a mis entre tous les systèmes lymphatiques, tous les systèmes des ganglions lymphatiques, tous les systèmes de la rate, etc., il y a, vous le voyez, c'est marqué ici, un trafic. Pourquoi? Pendant tout ce trafic, les lymphocytes, les globules blancs, c'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça, ils blanchissent les fautes. Ils extraient des protéines du plasma tous les sentiments de culpabilité. C'est l'organe du pardon.
dans un canal qu'on appelle le canal thoracique, et la thora, c'est le grand pardon. Donc, on ne se pardonne pas avec le cerveau, on se pardonne avec le système lymphatique et les globules blancs. Ouh, vous en avez assez de virus en ce moment. Maintenant, je vais vous parler d'un organe qui est à la mode en ce moment, puisqu'on en parle comme le 6e, le 7e ou le 8e cerveau. Hein. Alors, si déjà le premier cerveau, c'est qu'un écran, le système digestif, entre le stade oral et le stade anal, c'est le système d'apprentissage du jugement. C'est ce qui va former la personnalité de l'enfant. En lui faisant manger des choses à la française, il devient français. En lui faisant manger des petits pois à la menthe, il devient anglais. Porter un jugement sur les choses, c'est rapide, on dit merde à longueur de journée pour des jugements sommaires. Déféquer, c'est rendre la sentence, le rectum, c'est le droit, et l'anus, c'est les annales, le dalos. Un estron, c'est quand on a la tête coupée. Donc, vous voyez, la digestion, depuis la bouche jusqu'à l'estomac, c'est le tribunal. On porte un jugement sur les choses qu'on mange. Au niveau de l'estomac, c'est le tribunal de simple police. Si ça passe pas, on vomit. Et après, tout l'intestin, c'est la correctionnelle. Et le côlon, c'est les assises. Et ça se termine par la peine de mort. Enfin, plus maintenant. Alors, l'organe de la conscience, l'organe de l'inconscient, l'organe de la volonté, l'organe du pardon et l'organe du jugement. Alors là, celui-là est important. Hein. La vessie, c'est la baignoire de la bourse. Les urétères et les bassinets, c'est le 440. Quel est le microbe de la cystite? Escherichia, l'échec à la richesse. L'inflammation de la vessie, c'est l'inflammation du porte-monnaie. Et les calculs dans les reins, c'est des calculs d'acide urique, les us de riche. Il faut pisser ou mourir. Donc, le système urinaire, c'est notre organe du calcul. C'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est que l'écran. Bon, c'est pour ça que les Belges, ils ont mis le mac and peace en premier, hein, et qu'actuellement, dans la physiologie la plus célèbre, on compare l'œil à un œil intérieur, le rein, pardon, les deux reins à un œil intérieur. C'est lui qui regarde tous les événements de la vie, en particulier la peur de la mort. Quand on a un accident, il faut vite aller faire pipi, parce que la peur de la mort, c'est quelque chose qui peut se figer dans nos reins. Voici, pour vous donner un petit avant-goût de ce que vous allez avoir à faire comme boulot, c'est vrai que je reconnais que la botanique, c'est quelque chose de peu difficile tel qu'il est enseigné dans les facultés. Moi, je fais des cours de botanique où, en 2 fois 7 heures, le samedi et le dimanche, je décris toutes les plantes qui sont utilisées en médecine. Et le directeur du jardin botanique de Genève m'a dit un jour, les yeux dans les yeux, « Vous avez raison, docteur, botanique, c'est médecine. »
Bota en grec, c'est la botte, le bouquet. Et Nike, qui a donné la marque Nike, c'est la victoire. L'observation des plantes par les organes sexuels, la fleur, la botanique, c'est l'observation des plantes quand elles baisent. Manque de peau, on ne peut pas apprendre ça aux petits. Censuré. On n'apprend plus la botanique à l'école. On n'apprend plus la botanique au lycée. On n'apprend plus la botanique dans les facultés de médecine. Alors évidemment, tous les jours, il y a des jardiniers qui se promènent et qui font des beaux jardins. Il y a 25 000 jardins en France. Non, 2500 et il y en a 100 par département. Non, il y a 100 départements, il y a 25 jardins. Pardon. Oui. C'est affectif, ça. Moi, ça me désespère. Vous avez Jean-Marie Pelt, avant de mourir, il vient faire une conférence dans un salon pour livres pour enfants. Il y a une pièce encore plus grande qu'ici, un amphithéâtre, là-bas, dans la Drôme, et il y avait 60 adultes, tous des écologistes qui étaient venus lui poser des questions. Il n'y avait pas un enfant. Les enfants, ils étaient dehors, sous des tentes marocaines, en train de jouer avec leur ordinateur. La botanique, est-ce que vous avez entendu un vert dire « il faut apprendre la botanique à l'école » ? Vous voyez Cohn-Bendit est en train de dire ça ? Non, mais enfin, on n'apprend pas la botanique parce qu'il n'y a que des histoires de cul et parce que ça correspond à notre vie affective. C'est ce qu'on appelait avant le langage des fleurs. Hein? Mesdames, c'est ça qui est ennuyeux pour vous. Quand on vous offre des fleurs, c'est un bouquet d'organes sexuels. Le pistil et les étamines. Le pistil et les étamines qui sont dans la fleur ont toutes des caractéristiques extraordinaires de couleur, de forme, de parfum, qui ont fait que les anciens, dans les monastères ou ailleurs, qui regardaient avec une loupe, ont donné le nom aux plantes en fonction de leur vie affective et sexuelle. Alors là, je peux vous dire que ce sont des moyens mnémotechniques imparables. Vous avez ici un groupe qui utilise mon dictionnaire affectif des plantes et qui, chaque fois, trouve un plaisir extraordinaire à voir les correspondances entre l'affectivité de la plante et l'affectivité humaine. C'est pareil pour les métaux. Là, ça devient un peu plus scabreux. Parce que si les botanistes sont arrivés à faire un peu leur chemin, difficilement. Vous avez Linné qui a donné les appellations botaniques en latin, lavandula, vera, rosmarinus, officinalis, etc., qui arrive en France avec un livre en latin, Species plantarum, les espèces de plantes. En bas de la page, il y a Systema sexuale. Buffon, qui était ministre de l'Agriculture, jardinier du roi, demande au pape d'excommunier Linné. Alors, bon, ça leur passera avant que ça me reprenne. Je terminerai avec le cœur. Voilà le célèbre William Harvey, le British, qui démontre au roi d'Angleterre que le sang circule avec 2 garrots. Ça se passe dans les années 1600. Vous voyez ? Essayez de démontrer que le sang circule avec 2 garrots sur le bras alors qu'il ne circule pas. Que quand vous avez une plaie, si c'est une plaie de la carotide, le sang gicle à 3 mètres parce que la pression est forte. Et donc, ce brave Anglais, il oublie de dire que le cœur est une chambre de compression. Ça, je l'ai pris. Et regardez le nombre de variations du... Ça ne marche plus, ça. Ah si. Le nombre de variations dans le cœur. Si vous prenez la tour Montparnasse, il y a une pompe pour faire monter l'eau jusqu'au dernier étage. Mais tout le long, il y a des pompes relais. Sinon, ça ne marche pas.
Et nous, on n'a pas de pompe au relais. Je terminerai avec ces 3 citations. Celle d'un philosophe qui passe souvent à la télé, « Je ne suis pas mon cerveau ». Ensuite, ce professeur de la faculté de médecine de Montpellier qui a écrit l'erreur de Broca, sous-entendu, il faut en finir avec 50 ans d'erreur sur le cerveau. Et cette caricature de Times, quand on voit le cerveau avec la mémoire à court terme, la mémoire verbale, spatiale, visuelle et surtout la mémoire à Google. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir ramené le cerveau à un écran, à un serveur. J'espère que vous comprendrez que le disque dur, c'est notre sang et que les organes, ils tirent en dehors du sang les événements affectifs trop toxiques. On apprend en médecine la physiologie inverse. C'est les organes qui déversent dans le sang et qui vont y chercher leurs déchets et qui vont y chercher la nourriture. Ceci est totalement faux. Ça fabrique nos intellectuels ministres. Comme j'en ai soigné quelques-uns, je peux vous le dire, sans trahir le secret médical, je ne dirai pas leur nom. Ils sont plus intelligents que nous. Donc, ils font leur raisonnement, paf, ils obtiennent la solution. Et là, quand ils ont la solution, ils font le pendule. Ou ils vont voir l'astrologue. Parce qu'ils se rendent compte que l'exercice intellect pur, la logique, le raisonnement, le calcul, ça ne peut pas marcher sans l'affectif. Et en médecine, c'est encore pire. Et quand je vois que notre ministre dit que l'homéopathie n'est pas scientifique et qu'elle croit à la circulation, qu'il n'y a pas de circulation. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va faire une séance de questions-réponses. Je suis très frustrée parce que vous n'avez pas réexpliqué l'histoire des 3 malades que vous avez eu la même semaine avec le profil. Ah oui, dans la naissance de la science affective et de la médecine affective, il y a bien sûr une part de hasard. Je fais ce profil protéique informatisé à 3 de mes patients la même semaine. Il y en a un qui avait une polyarthrite chronique, un autre une bronchopathie chronique de fumeur et un troisième une autre maladie auto-immune. Ils étaient tous les 3 dans un état de révolte contre les médecins parce qu'en passant de la cortisone à l'arrêt de la cortisone avec les aggravations successives, ils se sentaient mal soignés. Et la plante s'appelait Teucrium scorodonia, la germandrée scorodine, qui est de la famille des labiers. Teucrium, je crie, scorodonia ou scordium, mon désaccord. Et comme en bon provençal, je connais bien quand même la lavande, le romarin, etc., la sauge, je me suis aperçu que la sauge était la plante de ceux qui avaient besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Et dans un herbier du XIIe siècle de l'école de Salerne en Italie, avec la sauge, il y a marqué « Salvia salviatrix, nature conciliatrix ». La sauge réconcilie les gens avec eux-mêmes. Alors, vous voyez, moi je pense qu'on ne peut pas faire de la psychiatrie, des troubles bipolaires ou autres, sans utiliser les plantes qui évitent ce genre de débordement dans les 2 pôles, pôle de délire mégalo et pôle de doute et de dépression. Ce qu'on voit tous les jours, c'est 95% de la psychiatrie. Et donc, ce mode de recherche des plantes nous a permis de mettre en évidence tous les aspects de la botanique des grands arbres. Ça, dans les Alpes, on connaît, et en Savoie aussi. Toute la dynamique des arbustes avec les fruits qui compensent par beaucoup de fruits leur petitesse, et toute la mécanique des plantes à fleurs
qui ont chacune un impact précis sur notre vie affective en fonction de la manière dont elles grandissent, de la manière dont elles se reproduisent et de la manière dont elles meurent. Je sais qu'il faut avoir une vision un peu globale. Il y a à une époque, on disait holistique. On disait la médecine holistique, il faut avoir une vision globale de l'individu. Parce qu'il y avait un état de manque total au niveau de la circulation du sang. Vous avez vu ce qu'écrivait, et je vais même vous dire mieux, le grand patron de l'hématologie française, qui s'appelle Jean Bernard, a écrit dans son livre sur le sang qu'on découvrirait le véritable langage du sang au XXIe siècle. On n'y sera plus, bien entendu. Et au moment où il écrit ça, il y a déjà des centaines de médecins généralistes qui découvrent l'affectif dans les protéines du plasma. L'université, c'est quelque chose d'un petit peu bloqué qui a été fondé par le pape. Avant de professer, il faut aller se confesser. Il y a des systèmes de blocage chez nos... Il y en a peut-être dans la salle, je ne sais pas. Chez nos universitaires. Mais il faudrait qu'il y ait un moyen de raviver un peu. Et des forums de médecine de l'âme, s'ils pouvaient venir un peu se pénétrer de tout ce qui s'y passe, ça leur ferait du bien. Je vous rassure, moi, je n'ai pas peur de faire des cours de botanique à des professeurs de botanique. Ils se rendent compte, ou même des pharmaciens, que très vite, s'ils avaient eu ma méthode mnémotechnique affective pour retenir les plantes, ils n'en auraient pas bavé à prendre des listes de plantes sans essayer de les connaître. Mais maintenant, c'est pas permis. On a la macro-photo, on a le macro-cinéma. On sait ce qui se passe dans la plante. Hop, il n'y a qu'à comparer. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Quoi, vous aimeriez que je vous dise ce qui leur est arrivé ? Ah. Alors, vous avez vu mes 3 livres. Dictionnaire des plantes, dictionnaire des métaux, dictionnaire des remèdes d'origine animale. Il y a à notre disposition dans la pharmacopée homéopathique de très nombreux remèdes qui peuvent nous aider dans les maladies difficiles. Il ne faut pas croire que l'homéopathie, c'est pour soigner les migraines, mais c'est pour soigner les maladies difficiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a, par exemple, des venins de serpent qui aident les gens à se désempoisonner eux-mêmes. Il y a des extraits d'organes. En ce moment, tout le monde prend de l'oscillococcinum pour la grippe. Extraits de foie et de myocarde de canard de Barbarie. Je trouve que c'est original de soigner avec du foie de canard. Mais vous avez remboursé par la sécurité sociale la totalité des organes. Et quand on attaque une maladie auto-immune, il faut utiliser les 3 règnes. Il ne faut pas y aller les mêmes vides. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand vous prenez en charge un malade difficile, il faut d'abord faire ce bilan pour essayer de trouver quelle est la nature du conflit affectif dans la famille, dans le couple, avec soi-même ou dans la société, souvent avec les sous. Mais si vous arrivez à trouver la nature exacte du conflit, je vous garantis qu'il y a des situations extraordinaires qui se débloquent. C'est pareil quand on a affaire à des couples infertiles. Moi, je fais la prise de sang aux 2, je soigne les 2, et je suis 76 fois par an. Bon, en 30 ans, c'est pas énorme. Mais ça vous donne une idée de la puissance de l'homéopathie. Mais il y a des échecs aussi, il faut le dire. Ça, c'est évident. Il y a des conflits affectifs. Un jour, il y a un monsieur, il est sorti une plante, Calamenta, c'est ceux qui ne peuvent pas piffer leur belle-mère.
Alors je lui dis, vous n'avez pas des problèmes avec votre belle-mère? Il me dit, si je la vois dans la rue, je la tue. On prend encore une autre question? Si vous voulez. Allez. Tu la poseras après. Allez-y. Merci. Allez-y, allez-y. Bon, moi, je fais partie de Allez-y. la famille dont vous parlez là, en médecine symbolique. On utilise votre bouquin. Vous m'entendez ou pas? Non. Ah, c'est bon. Là, vous m'entendez? Ouais. Je fais partie des thérapeutes en médecine symbolique. On utilise les baguettes pour faire des soins aux gens. Les quoi, les? Des baguettes de sourcier pour faire des soins aux gens. Ah, là, le truc oui, que j'ai c'est vu, ça. là. Ouais, c'est ça. C'est nous qu'on organise le forum. Et on se sert beaucoup de votre dictionnaire affectif des plantes. Donc, je suis ravi de vous rencontrer parce que pour vous remercier, c'est vraiment un outil formidable. Parce qu'en fait, les baguettes vont pointer les symboles et on va faire des prises de conscience avec les gens. Et une fois que ça s'est fait, à la fin du soin, on demande s'il y a quelque chose à faire. Et très souvent, ça va pointer le dictionnaire affectif des plantes. Et on se sert du lexique à la fin. On prend les baguettes et on teste. Et on arrive à trouver une plante. Et ça tombe pile poil, mais c'est incroyable, sur ce qui a été pointé sur la personne. Sur sa pathologie familiale, sur toutes ces choses-là. Donc déjà, merci pour ça. Et on s'en sert de manière homéopathique. On utilise le nom de la plante et on la met sur un endroit spécial du corps pendant quelques jours pour soigner ça. Je voudrais savoir comment vous avez réussi à avoir cette inspiration par rapport à la description qui est au niveau de vos plantes, qui est incroyablement juste, quoi. Bon, je vais toujours expliquer. Il faut une bonne expérience clinique. Pour le médecin, il faut vraiment plus avoir de soucis avec la clinique, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant à Montpellier, de croiser en mai 68 dans un couloir de la faculté un grand professeur de l'hôpital de Montpellier. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit qu'on était 17 candidats à l'internat pour 1000 élèves. Ça l'a étonné. Il m'a payé le café et à la fin du café, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites cet été ?» Alors je lui ai dit moi j'étais en train d'occuper la faculté, vous voyez, en mai 68. Il m'a dit « C'est pas comme ça que vous apprendrez la médecine, venez dans mon service ». J'y suis allé le lendemain matin, j'y suis resté 5 ans, clinique médicale A, professeur Louis Bertrand, qui était le plus grand mandarin de Montpellier, très autoritaire, très exigeant avec ses élèves, notamment sur le plan clinique, et aussi il demandait impérativement qu'il y ait des vérifications anatomiques en cas de décès dans le service. Ce qu'on appelle des autopsies ou aller à Morgagni. Il y avait un amphithéâtre avec une paillasse où on faisait les autopsies. Et le mercredi, il y avait 60 médecins de Perpignan à Avignon, en passant par la Lozère, Nîmes, Béziers, qui venaient assister à un enseignement au lit du malade. Et puis, on passait dans l'amphithéâtre, et là, il y avait des démonstrations anatomiques. Et là, il n'y a pas trop d'amateurs. C'était moi qui les faisais. J'ai fait 500 autopsies en 5 ans. Ça fait une tous les 3 jours. Et donc, pour avoir une idée de ce qui... J'ai touché plus de cerveau que tous les psychiatres parisiens réunis. Donc ça, c'est la première condition, une connaissance clinique. Deuxièmement, c'est une espèce, comment je pourrais dire, de découverte du profil protéique informatisé. Ça, c'est extraordinaire. Les médecins qui ont inventé ça, ils étaient 3, il n'y en a plus que 2. Il n'y en a plus qu'un, pardon, il y en a 2 qui sont morts. Prix Nobel de médecine, le premier portrait d'une humeur. Et comme ils sont coincés dans la cellule, ils n'en veulent pas. La troisième chose, c'est que j'étais un rat de bibliothèque et que je lisais beaucoup les matières médicales homéopathiques. Dans les matières médicales homéopathiques, quand on veut bien chercher, on trouve la causalité affective qui correspond au remède. Quel lien avec la plante? J'y arrive, il est pressé. Et un jour, dans un congrès de médecins, il y a un médecin qui me dit « Mais toi,
tu devrais quand même aller faire un tour au Goethanum et t'intéresser à la médecine anthroposophique. Rudolf Steiner, il a écrit pas mal de choses sur les plantes, et il y a 2 de ses élèves, Werner Grohmann et Willem Pélican, qui ont écrit des bouquins où il y a tout. Ça s'appelle « La plante, une approche de sa vraie nature. La médecine anthroposophique est une mine ». Eux, ils ont inventé la science spirituelle. Moi, j'ai inventé la science affective. C'est un peu en dessous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais si vous voulez faire des progrès, il faut lire ces 2 bouquins de médecine anthroposophique et de botanique anthroposophique. Ça vous va? Bon. Il y a un monsieur ou la dame là. Vous parlez de l'étymologie. Ah oui, comme j'avais fait du latin, l'étymologie n'a pas de secret pour moi. Ça aide beaucoup, l'étymologie, hein, gréco-latine. Et d'ailleurs, en parlant de ça, des fois, ça soigne par le texte qui correspond à la plante, mais des fois, on se sert juste du mot, de l'étymologie du mot, du nom de la plante, qui est aussi forte symboliquement que le texte. C'est la même chose. Ouais. Madame. Alors, ma question, ça serait par rapport à l'anatomie. Vous avez parlé du cœur, qui était une pompe à compression, du système de la digestion, etc., des reins, de la vessie, mais vous n'avez pas parlé des poumons. Ah, mais les poumons, c'est la volonté. Les poumons, c'est ce qui nous charge en oxygène. Et alors, avec cette particularité, c'est que quand vous êtes triste, le poumon, il est gros comme 2 points, et quand vous êtes gai, il est gros comme 2 barriques. Ce qui fait que c'est l'organe qui varie le plus en fonction de la gaieté, de la tristesse. La tuberculose, la bronchite chronique, le cancer du poumon, c'est dû à la gaieté, à la tristesse. Et évidemment, alors là, d'où vient le globule rouge qui transporte l'oxygène? Il vient de l'os. Os, c'est oser. Nos os, on ne les voit pas là, vous voyez, mais ils sont dessous. Et c'est ce qui nous permet le geste, et c'est ce qui nous permet d'oser. Donc il y a 2 aspects dans le poumon. Il y a ce côté gaieté ou tristesse, et deuxièmement, organe de la volonté un peu sèche. C'est beaucoup plus sec que l'affectif. Je vais vous donner un exemple. Moi, je chante faux, mais le chant, c'est le sang. On nous a fait croire que c'était le cerveau qui guidait les joues, la langue, la luette et les cordes vocales. Mais non, ça ne suffit pas pour toutes les variations du chant. C'est le sang qui est dans les muqueuses de toutes les voies respiratoires qui va moduler notre accent, qui va moduler notre capacité à chanter. D'accord, j'entends tout ça. Et d'accord. Mais, alors, par rapport à la toux, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je veux tout. Alors là, je veux tout. Ah, je veux tout. Alors là, vous... Eh ben, merci beaucoup pour la réponse. On m'a dit de... C'est un beau programme. On m'a dit de ne pas broncher, mais j'ai qu'une envie, cracher mes convictions. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. On va en rester là. Bon, merci. Je sais, c'est toujours trop peu.